Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Nordine Hachemi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. PDG, président de Kaufman Broad. On parle un peu des derniers chiffres qui sont tombés sur les ventes de logements neufs en France. Je n'ai pas tout compris. Parce qu'il y a deux chiffres, il y a deux lectures. Il y a plus 13% vente de logements neufs, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, entre mai et juillet. Mais c'est sur un an quand on compare sur le même trimestre il y a un an. Mais quand on compare le dernier trimestre par rapport à celui d'avant, là c'est une baisse des ventes de 9%. Donc sur un an, ça reste fort, mais spontanément, il y a des signes d'essoufflement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, vous l'expert. Alors pour le marché, effectivement, sur 12 mois glissants, qui sont les chiffres au 30 juin, vous avez bien une croissance qui est significative. Par contre, on a un essoufflement, enfin même une chute assez brutale sur le deuxième trimestre de 2017, puisqu'on doit être à moins 10% à peu près, c'est ça. qui a certainement plusieurs explications. Alors nous, on n'est pas concernés par ça, puisque nous, on a fait 16% de croissance sur le trimestre, donc on n'est pas du tout corrélé au marché, on est en forte dynamique. En général ou sur ce trimestre-là? Écoutez, ça fait 4 ans qu'on est en croissance continue. On avait vendu 5300 logements à peu près en 2013, pour vous donner un ordre de grandeur. On a fait plus de 8000 en 2016 et on continue de faire de la croissance. On a eu 40% de croissance de chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, donc on est dans une dynamique de croissance qui nous est propre. Si on revient sur le marché, un essoufflement qui est généré, alors pas par les élections présidentielles, parce qu'on n'a pas eu d'attentisme à ce moment-là, mais on a commencé à poser, certainement le marché a commencé à se poser des questions sur le renouvellement au nom du Pinel. Ça, c'est un vrai sujet. On va en parler. On crée une incertitude totalement inutile, puisque la volonté d'acheter est toujours là. Et puis peut-être, moi je le répète, interview après interview, il faut rester raisonnable sur les prix. Le pouvoir d'achat de nos clients n'a pas augmenté, donc on ne peut pas augmenter les prix. Donc il faut maîtriser les coûts, c'est ce qu'on fait nous. Mais ça veut dire maîtriser les prix de foncier, maîtriser les coûts de construction. Mais en même temps, quand on écoute le communiqué de presse du lobby, des promoteurs, de la FPI, ils nous parlent d'un possible, redouté, retournement du marché, et notamment avec l'instauration, on a compris, l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière qui pourrait accentuer ce retournement que vous ne voyez pas, manifestement, de votre côté. D'où ce décalage? Pourquoi vous ne voyez pas ce que la fédération, pourquoi ce décalage entre les deux discours? Je vois peut-être mal, mais ce qui est certain, c'est d'abord, il n'y a pas l'instauration d'un nouvel impôt. C'est une transformation. Il y a un impôt sur la fortune qui existe aujourd'hui. Cet impôt sur la fortune va diminuer. Donc il n'y a rien de négatif, il baisse. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, moi, mes clients, en tout cas, peut-être que je suis le seul à être comme ça, mais mes clients sont très peu concernés par les primo-accédants, c'est souvent les primo-accédants. Ils achètent en moyenne à 200 000 € un logement. Ils s'endettent à hauteur de 80%. Ça veut dire que leur patrimoine immobilier à ce moment-là, au moment de l'acquisition, est de 40 000 €. Ils ne sont pas à l'ISF. Ils ne sont pas à l'ISF. Mais mes clients investisseurs qui font de l'investissement immobilier locatif. En général, c'est des familles qui ont 40-50 ans, qui n'ont pas fini de payer leur résidence principale, qui ont des niveaux de revenus de l'ordre de 80 000 € par an. Ils ne sont pas concernés par l'ISF. Donc, il faut faire attention à ne pas rajouter du stress sur un marché, c'est-à-dire faire peur à des clients avec un impôt qui ne les concernera pas. Nos clients aujourd'hui ne sont pas concernés directement par l'ISF. C'est idiot dans le discours, par contre, d'opposer l'immobilier, qui est un investissement productif, à soi-disant d'autres investissements qui sont plus productifs que l'immobilier. C'était le discours d'Emmanuel Macron pendant toute sa campagne. Voilà, alors ça, par contre, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que quand on investit dans du logement neuf, on est un véritable entrepreneur. On prend des risques, on mobilise son épargne au service de l'économie réelle, puisque ça crée 2 emplois par logement. Ça, c'est une réalité. On crée peut-être plus d'emplois quand on investit dans un logement neuf en France que quand on achète une action de chez Kaufman, par exemple. J'en parle librement. Je suis un actionnaire significatif de mon entreprise. Je crée plus d'emplois en construisant des logements qu'en ayant acheté des actions. Donc, dire que ce n'est pas de l'investissement productif, ça, par contre, ça me choque. Bon, pour revenir au retournement conjoncturel qui est brandi par la Fédération des promoteurs immobiliers que vous ne voyez pas, sauf si le gouvernement, et il y a une incertitude, sabre un peu dans le Pinel, c'est qu'il n'y a pas de garantie de la reconduction en l'état. Qu'est-ce qui va se passer sur le Pinel en fin d'année? On ne sait pas trop. On se dit qu'il y a peu de chances qu'il soit
conservées telles quelles, qui seraient un peu rabotées. C'est votre crainte? Moi, je suis pragmatique. Je pense qu'on a des dirigeants qui le sont, qui le seront. Perturber ce système qui est très sain, c'est-à-dire qu'il est rentable fiscalement, il rapporte plus que ce qu'il ne coûte. Par la TVA. De par la TVA. Un logement, c'est 26% d'impôts. D'accord ? Donc chaque logement génère 2 emplois d'un côté, génère 26% de revenus fiscaux, TVA plus 6% de taxes diverses et variées. Mais ça, on le sait à Bercy, il le sait Emmanuel Macron. Il y a de l'idéologie derrière tout ça? Je pense pas. Non, je pense que simplement on est toujours, on voit bien, on a des gens intelligents qui peuvent tenter de tout perturber. Ça s'est passé en 2014. On a perdu la production d'à peu près 20 à 40 000 logements instantanément avec l'emploi qui va avec. Duflot, exactement. Donc on était effectivement dans l'idéologie. Là, je pense qu'on a quand même on est face à des gens très pragmatiques qui ont un vrai sens de l'économie, du réel. Et je ne pense pas qu'on aille vers une révolution. Vous ne l'aurez pas, il n'y aura pas une reconduction à l'identique? Il pourrait être aménagé. Moi, je ne serais pas surpris, pas choqué qu'on revoie le Pinel dans les zones non tendues, par exemple. Qu'on remette en question. Il y a eu un élargissement qui a été fait vers les zones C. Je trouve qu'en plus, les zones C, maintenant, n'ont plus de stock. On veut beaucoup baisser les stocks de logements qui étaient mis sur le marché. On doit pouvoir ajuster aussi un peu le B2, redéfinir un certain nombre de zonages. Mais il faut garder ce système qui, en plus, a une autre vertu, c'est qu'il est citoyen. Puisque ça vous incite à mettre sur le marché des logements dont le loyer est en dessous de la moyenne du marché. Donc il a beaucoup de vertus, ce dispositif. Et donc vous demandez au gouvernement de sortir du flou sur le Pinel, on est déjà quasiment en septembre, possible. Et sur le prêt à taux zéro, je ne sais pas s'il y a une échéance particulière, mais pareil, de pérenniser le prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro est fondamental pour les primo-accédants. C'est pas simplement parce que ça fait de l'argent pas cher, parce qu'aujourd'hui il se trouve que l'argent n'est pas très coûteux, mais ce prêt à taux zéro permet malgré tout de constituer une sorte d'apport et donc de permettre de faire le pas et d'acquérir un logement avec tous les bénéfices sociaux qui sont autour du fait d'être propriétaire de son logement. Le plus important, c'est de lever le doute le plus vite possible. Ce que n'aiment pas les marchés de manière générale, le nôtre en particulier, c'est l'incertitude. Et là, pour le coup, ça peut créer de l'attentisme. Ça crée de Si sur l'impôt sur la fortune, on peut concevoir quand on est primo-accédant qu'on ne soit pas dedans, ou même quand on fait un placement immobilier locatif, pour le coup, ça crée une incertitude de savoir ou pas si, encore une fois, le Pinel est prolongé, s'il est raboté. Tout à fait. Et donc, j'allais dire, ça crée de l'attentisme, quelle que soit l'issue. C'est-à-dire que vous mettiez un dispositif plus performant ou moins performant, vous bloquez le marché quoi qu'il arrive. Donc il faut lever cette incertitude le plus vite possible. Donc vous demandez au gouvernement, on peut dire officiellement, de communiquer, de sortir. Le plus vite possible sur ses intentions, sur ses dispositifs. Et les premiers éléments premières infos qui vous reviennent, ça irait dans le bon sens? Parce qu'il a eu des mots doux, il faut le dire, devant la convention de la Fédération des promoteurs immobiliers, début juillet, le ministre Jacques Mézard de la cohésion des territoires. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez entendu ce qu'il vous a dit? Je reprends, l'objectif c'est de permettre de construire plus vite, plus facilement, simplifier toutes les formalités et prendre un certain nombre de mesures pour provoquer un choc d'offres dans ce pays. Vous souscrivez, bon après il y a l'amour, il y a l'épreuve d'amour, comme on dit. Écoutez, l'offre, elle se développe, on a un marché qui tient bien, donc ce serait dommage de perturber déjà l'existant avant même de penser au futur. Le présent fonctionne bien, donc perturbons le moins possible le présent, et puis continuons à développer ces grands thèmes qui sont Quelles sont les mesures, pratiquement concrètement, que vous attendez pour, encore une fois, faire baisser aussi la facture du prix au mètre carré? On en parlera après, mais ça reste aujourd'hui, notamment dans les villes tendues, dans les grandes agglomérations en Ile-de-France, les prix sont stratosphériques. C'est une multitude de mesures, et puis on voit très vite les contradictions. Alors, les règlements, c'est une chose, mais on ne va pas faire ça instantanément, on ne va pas remettre en question le code de la construction. On en parle déjà depuis 2-3 ans de ces mesures de simplification sur les réglementaires. Donc ça va prendre du temps, ça doit être un mouvement de fond continu, pas sous forme de choc, ça je ne crois pas trop moi aux grandes vagues. Le foncier, c'est un vrai sujet, mais aujourd'hui, quand le foncier appartient aux collectivités locales qui elles-mêmes ont des besoins de recettes, vous allez leur expliquer quoi? Qu'il faut qu'elles baissent leurs recettes, alors qu'aujourd'hui, elles sont aussi bloquées.
Donc c'est un et qu'elles doivent se serrer la ceinture aussi parce que les dotations exactement. sont réduites. Donc il y a un travail de fond à faire. Je crois plus au travail de fond et à la continuité qu'aux à-coups. Encore une fois, le prix au mètre carré, alors les chiffres, j'ai vu 5% sur un an. Je ne sais pas si vous confirmez ce chiffre dans le neuf. Oui, c'est trop. Hausse de 5%. Que dites-vous à celles et ceux qui trouvent que c'est trop cher de se loger dans du neuf, le prix au mètre carré, notamment, je vous l'ai dit, en Ile-de-France, dans les grandes agglomérations? Vous leur dites, c'est pas nous, c'est pas notre faute, on ne se prend pas un maximum de marge, c'est pas ça, c'est parce que c'est le prix du foncier, parce que c'est les réglementaires, les normes, les délais de construction, c'est tout ça. La marge est connue, nous on est ce qu'on appelle dans le jargon un pure player, on est coté en bourse, on fait que de la promotion immobilière, notre résultat de bas de page il est public et c'est 3,5%. Donc, on parle du RE, du résultat net? Du résultat net résultat après impôt. Donc voilà, on peut le passer à zéro, il se passera 3,5%. Voilà, donc c'est malheureusement pas là qu'on peut... C'est quoi la moyenne du secteur? On est dans la moyenne. Donc c'est pas là malheureusement qu'on va trouver des économies. Maintenant, il est fondamental, effectivement, et nous on se bat, et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi des écoulements élevés de nos produits, on se bat pour maintenir les prix, parce qu'il ne faut pas que les prix augmentent. Encore une fois, le pouvoir d'achat de nos clients n'ayant pas augmenté, on ne peut pas augmenter les prix. Les intentions sont louables, on le comprend bien. Ce n'est pas votre faute, 3,5% de RE, de rendement sur fonds propres. Effectivement, on se dit qu'il n'y a pas non, ce n'est pas rendement sur fonds propres, c'est résultat net. Quand on a fait tous nos revenus moins toutes nos dépenses, il nous reste 3,5%. Voilà, donc on se dit que ce n'est pas exorbitant. Donc, qu'on comprenne bien, si c'est cher aujourd'hui le prix mètre carré, c'est le foncier, c'est 80%. Foncier, coût de construction, l'empilement des règlements, le fait que... Donc il y a un travail énorme à faire là-dessus. Exactement, c'est un travail de fond, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Bon, voilà. Mais vous êtes optimiste quand même parce que Jacques Mézard, encore une fois, on finit là-dessus, le ministre, il a eu des mots doux. Maintenant, on va attendre le projet de loi qui est prévu a priori à l'automne. Dit-on, ça arrive plus vite que prévu. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ce qui est important, c'est que ça arrive très vite et que l'incertitude disparaisse le plus vite possible. Quand on aura toutes ces informations et toutes ces déclarations, vous reviendrez, on verra, on en reparlera ensemble, carte sur table. Merci à vous. Nordine Hachemi, le PDG de Kaufman & Broad, était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Merci.